Salut à toutes et à tous. Nouveau micro mon gars, bienvenue sur un nouveau débrief de l'Eurobasket. On a investi dans du matériel, bien vu Bradley. Bon désolé pour hier, mais comme je vous ai dit, faire 5 heures, faire des nuits de 5 heures là, je vous aime beaucoup, hein, mais on fait pas encore le million de vues. Donc abonnez-vous, likez la vidéo en masse si vous voulez que je saute pas des jours. Mais là, il fallait que je me repose un petit peu parce que c'était hardcore. Du coup hier, il y avait quand même deux gros matchs. Enfin hier, vous allez regarder la vidéo vendredi, donc avant-hier, il y avait quand même la Serbie contre la Turquie, c'était un match exceptionnel. Il y a eu pas mal de débriefs sur YouTube, donc je vais pas non plus débriefer ce match-là, si ce n'est que la Turquie a gagné un match de poule très important, mais ça en reste néanmoins un match de poule. Il y avait également le Finlande-Allemagne, où l'Allemagne a montré une domination vraiment totale sur la Finlande, et où Isaac Bonga a éteint Lauri Markkanen, vraiment c'était incroyable. Du coup aujourd'hui il y a eu les derniers matchs des groupes C et D. On va donner les résultats, on va pas forcément débriefer, surtout qu'il y a eu un match de la France, mais il n'y a pas grand chose à dire. Par contre on va essayer de faire une petite preview rapide, pas très approfondi, mais quand même, on va parler un petit peu de chaque équipe, surtout des équipes intéressantes, des huitièmes de finale qui commenceront donc samedi et qui auront lieu sur la journée de samedi et de dimanche. Du coup, aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine a battu la Géorgie 84-76 avec un gros Yusuf Nurkic qui fait 15 points, 12 rebonds, 22 dévals. John Robertson qui fait 15 points, 5 passes, toujours avec des pourcentages un peu de tout pour John Robertson, mais voilà. Edin Atic, je sais pas si c'est Atic ou Atic. Atic c'est le rappeur, donc je pense que c'est Atic qui met également 11 points. Et Lazic qui met 13 points côté putain, je vais toujours dire Biélorussie, c'est la Bosnie-Herzégovine, je vais y arriver. Du coup, la Bosnie qui prend la 3e place et la Géorgie qui tombe à la 4e place, ça nous concerne, on en reparlera un petit peu après. Également donc dans les matchs du jour, la France qui a explosé l'Islande 114-64. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là, si ce n'est que tout le monde s'est un peu fait plaisir. Même si Sylvain manquait de réussite sur encore quelques finitions, on l'a vu être frustré, etc. Nadir est rentré en deuxième mi-temps, il a mis des tirs. Enfin voilà, Zachary s'est fait plaisir. Tout le monde a un peu participé à la fête. Il y avait genre un truc genre 34-9 à la fin du premier quart-temps, donc c'était pas hyper intéressant. Et puis la France a pas non plus essayé de proposer un jeu d'attaque vraiment posé. C'était vraiment le playground, on se croirait à Carpentier à l'époque du PB13 pour les plus anciens d'entre vous. Donc la France du coup avec cette victoire qui est à 4-1 et on verra, on fera un point sur le classement un peu plus tard. La Slovénie contre Israël, du coup Luka a entendu nos prières donc Israël qui a perdu face à la Slovénie avec quand même un gros match de Deni Avdija qui met 34 points à 12 sur 22 au tir, 4 sur 11 à 3 points et 9 rebonds, 2 passes, 29 dévals. Roman Sorkin aussi qui a sorti un match correct avec 14 et 11, même s'il s'est troué, il prend quand même 18 tirs. Roman Sorkin, il fait 5 sur 18. Un coquin quand même, hein, c'est un joueur intérieur, je tiens à préciser. Et du coup, Yam Madar aussi qui met 10 points et qui fait également 8 passes. À noter que Khadin Carrington a été bon sur la fin de match. Il a aidé la Slovénie, Israël à revenir parce que Luka avait des problèmes de faute. Et quand donc il avait 4 fautes à 5 minutes dans le 3e quart-temps. Et donc quand il sort, je crois qu'Israël est à moins 14 au début du 4e quart et reviennent vite à moins 9 ou moins 5, non, moins 5 même en 3 minutes avant que Luka rentre. Et surtout, c'est donc Carrington qui a porté l'équipe. Côté Slovénie, Nikolic qui fait un bon match à 16 points, Prepelic aussi qui a mis des tirs importants, Radovic. Alors les intérieurs de la Slovénie, je tiens à préciser quand même, c'est quand même des sacrés criminels, hein. Mais Omic n'a pas fait le pire match de la compétition quand même, il a mis quelques petits paniers, il fait 11 points, 10 rebonds, mais l'autre là, son remplaçant, là je sais pas comment il s'appelle, mais lui il est vraiment dramatique. Luka Doncic, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même, qui fait 37 points, 12 sur 21 au tir, 4 sur 11 à 3 points, 11 rebonds, 9 passes, voilà, correct. Alors il fait 7 paires de balles quand même, mais voilà, 45 dévals, c'est pas dégueu pour un joueur de basket. Évidemment, l'Italie qui a battu Chypre, faut pas être bête. Chypre, merci d'avoir accueilli, c'est gentil, on a bien mangé, maintenant faut sortir. La Pologne qui s'est fait attraper par la Belgique d'1 point. Alors, est-ce qu'ils ont... j'ai pas regardé le match, hein, personnellement, parce que c'était pendant l'entraînement, mais bon, c'est un peu étonnant que la Belgique prenne ce match quand même. Je vois pas vraiment l'intérêt pour la Pologne, parce qu'on verra après sur les confrontations, mais du coup, la Pologne va se retrouver face à la Bosnie-Herzégovine. Bon, tu me diras, c'est mieux que Israël qui va se taper la Grèce. Donc je comprends peut-être pourquoi ils ont perdu ce match. Bien joué la Pologne.
Et enfin, le gros match qui était vraiment attendu, que je n'ai pas pu voir aussi, mais voilà, c'était l'Espagne contre la Grèce. L'Espagne qui devait absolument gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et la Grèce qui l'a emporté. C'était un match qui était très serré jusqu'à la fin. 90-96, c'était vraiment... l'Espagne a vendu chèrement sa peau. Avec un gros match de Mario Sansuperi qui progresse tout au long de la compétition. Je crois qu'il va jouer en NCAA l'année prochaine. 17 minutes, 13 points. 2 passes avec des bons pourcentages. Pradia qui met 14 points, Santi Aldama qui met 12 points, 2 sur 11. Lui vraiment il aura fait une compétition frérot, ça lui aura pas rendu service hein. Voilà, et côté grec on a vu un Yanis vraiment dominant, accompagné d'un bon Tyler Dorsey qui pour une fois n'était pas en mode terroriste. C'est plus facile quand il y a Yanis qui t'ouvre des espaces. Tyler Dorsey en 35 minutes joue 35 minutes, mais 22 points, 8 sur 11 au tir, donc c'est très rare. 5.4 passes, c'est des pourcentages qu'on n'a pas l'habitude de voir pour Tyler Dorsey. Costas Lucas aussi qui a mis des paniers importants dans la fin de match, qui met 12 points, qui fait 6 passes. Et évidemment, du coup, Yanis qui fait 25 points, 9 sur 15 au tir, 14 rebonds, 9 passes décisives, 35 dévals. Correct. Thanasis Antetokounmpo, si ça vous intéresse, il fait 1 point en 4 minutes, à 0 sur 3 au tir. Merci d'être venu. Et bravo pour ton nouveau contrat au Milwaukee Bucks. Donc voilà, pour ce qui est du classement, du coup, sur le groupe D, la France termine donc première du groupe, seule équipe à 4-1. La Pologne, avec cette défaite face à la Belgique, passe à 3-2. La Slovénie, du coup, passe, donc est deuxième, la Pologne. La Slovénie passe troisième à 3-2 aussi, et Israël quatrième à 3-2. Ensuite la Belgique à 2-3 et l'Islande à 0-5. Franchement, l'Islande c'est mal payé quand même, parce que je trouve que, bon, après aujourd'hui c'était pas leur meilleur visage, mais ils ont quand même accroché sur la plupart des équipes sur des matchs. Que la Belgique ait 2 victoires et que l'Islande aucune, ça me semble un peu généreux pour la Belgique. Mais bon, c'est le jeu. Et donc dans le groupe C, c'est la Grèce qui termine en tête à 4-1, suivi de l'Italie à 4-1. L'Italie, j'avais dit, attention, hein. La Bosnie-Herzégovine à 3-2 et la Géorgie à 2-3. Et donc, comme l'Espagne avait perdu contre la Géorgie, je crois que c'était le premier match, et ils sont aussi à 2-3, mais ils n'ont pas le goal average. Donc c'est la Géorgie qui passe en huitième de finale. Alors maintenant, on va faire une petite preview des confrontations à venir. Et je vous invite à mettre dans les commentaires vos pronostics sur ces huitièmes de finale. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certains pronostics que j'ai donnés, eh bien, je vous invite aussi à argumenter. Le premier match, ça va être la Lituanie contre la Lettonie. Bon, quand je dis premier match, je prends juste l'ordre du bracket. Hein. C'est pas forcément l'ordre chronologique. Vous pouvez regarder sur le site. Ils n'ont pas mis dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Donc, la Lituanie qui a fini deuxième de son groupe, qui va jouer donc contre la Lettonie qui a fini troisième de son groupe. À noter que la Lituanie, c'est la meilleure équipe au rebond sur cette compétition. Alors avec un secteur intérieur, notamment avec Jonas Valanciunas, mais donc c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, qui a des ailiers de très grande taille et donc qui peut se projeter vite vers l'avant. Et c'est aussi la deuxième meilleure équipe aux passes décisives, avec 23 passes décisives par match. C'est une stat qui est assez impressionnante pour une équipe qui n'est pas une des grosses équipes du tournoi, mais qui va sûrement baisser parce qu'ils ont perdu leur meneur pour tout l'Euro. Rokas Jokubaitis, et qui donc lui faisait une grosse compétition, et c'est pas peu dire puisque c'était le meilleur passeur de la compétition à 8,5 passes par match. Donc en effet, quand tu perds le meilleur passeur de la compétition, je pense que ton nombre de passes décisives va un peu baisser et ton jeu de toute façon va être moins fluide, parce que bien sûr il y a d'autres créateurs, mais c'était vraiment voilà, faire une moyenne de 8 passes en FIBA, c'est pas dégueu quoi. Surtout qu'il faisait 8 passes en 24 minutes de temps de jeu. Il jouait pas 35 minutes comme le deuxième, par exemple, Luka Doncic, qui a 8,4 passes par match. Mais il joue 33 minutes, il joue 10 minutes de plus que par match. Donc et puis il joue tous les ballons. Hein. Donc Jokubaitis était vraiment en forme, et donc ça va être une grosse perte pour la Lituanie. C'est pour ça que moi je vois la Lettonie passer. Parce que la Lettonie, même s'il y a Zagars qui joue sur une jambe et qui est aussi un des seuls créateurs de la Lettonie, ils ont quand même Davis Bertans et Kristaps Porzingis qui sont en forme et qui se sont réveillés sur les derniers matchs. Donc je pense que la Lettonie va prendre ce match. Au complet, la Lituanie, je pense, aurait été favori, mais là, je vois la Lettonie prendre ce match, sachant aussi que la Lettonie est une équipe qui perd très peu de ballons. C'est la 5e équipe qui perd le moins de ballons sur les 24 équipes du tournoi, donc c'est une belle qualité aussi. Donc je pense que voilà, ils vont prendre soin de la balle, ils vont arroser à 3 points, et bon, s'ils ont de l'adresse, ça va être compliqué de les prendre. À la Lituanie d'aller imposer leur lutte physique et du up-tempo s'ils veulent exister, mais sans Jokubaitis, ça me semble vraiment très compliqué. Ensuite, la Grèce contre Israël. La Grèce, du coup, qui a terminé première de son groupe. Israël qui a fini 4e du groupe. Eh ben, franchement, c'est pas si déséquilibré que ça. On a vu Israël être capable de produire quand même du beau jeu avec un joueur, Deni Avdija, qui est vraiment un très bon joueur de basket. Moi, j'avoue, j'ai pas regardé un match de Portland depuis des années. Et c'est un très beau joueur de basket. Très fort sur de la transition, capable de shooter à 3 points, fort sur du drive, bon passeur également. Enfin, vraiment, c'est aujourd'hui, dans le match face à Lucas, c'était un peu 2 joueurs au profil similaire.
je veux dire des ailiers qui peuvent tenir la balle, qui peuvent prendre des pick and roll et qui peuvent aussi créer pour les autres, qui sont des très forts scoreurs. Donc à voir dans son duel face à Yanis, enfin dans son duel, il joue pas au même poste. Après, bon, Yanis, j'allais dire Israël, ils ont pas de quoi tenir Yanis, mais qui a de quoi tenir Yanis? La Grèce est quand même favorite parce qu'ils ont un joueur de calibre MVP, NBA, mais je pense pas que ça va être non plus une explosion. Je pense qu'Israël a toujours été dans les matchs, même les matchs qu'ils ont perdus, et donc attention à Israël parce que la Grèce, on a vu qu'ils ont reposé un peu Yanis, alors soi-disant il y avait des blessures. À voir, est-ce qu'il va pouvoir jouer, est-ce qu'il va être à 100%. Les lieutenants de Yanis n'ont pas été non plus exceptionnels. Tyler Dorsey, on l'a vu, c'est un joueur qui joue 35 minutes par match, qui a pris un peu vraiment le rôle de deuxième option offensive avec Kostas Loukas derrière, mais on sait qu'il est capable de se trouver, on sait que c'est bien coaché, et Israël, on sait qu'ils ont bien préparé, on a vu sur le match contre la France par exemple qu'ils avaient bien préparé sur la défense de zone. Donc franchement, je vois la Grèce passer, mais je ne pense pas non plus que ça va être un match facile pour la Grèce. Et je ne serais pas surpris qu'Israël fasse un petit exploit, même si c'est pas ce que je souhaite. Mais voilà, parce qu'on va voir Yanis évidemment, et pour aucune autre raison. Ensuite, il y a la Turquie face à la Suède. Bon, la Suède, c'est gentil d'être venu. Hein. Maintenant, vous rentrez chez vous. La Turquie qui a fini donc première de son groupe, et dans son groupe, il y avait la Serbie. Ils ont battu la Serbie sur ce dernier match. Ils ont été vraiment imposants avec un Alperen Şengün exceptionnel. Quand même, je vais donner quelques petites stats. La Turquie est 4e meilleure attaque au nombre de points marqués à 91,8. C'est la meilleure équipe au pourcentage à 3 points à 49,2. Donc tout le monde peut arroser, même les postes 5 à part Adem Bona. Yurtseven peut tirer, même s'il tire pas trop. Alperen Şengün surtout, donc pour les mecs qui jouent, parce que Yurtseven ne joue pas. Alperen Şengün peut tirer. Ercan Osmani peut tirer. Sertaç Şanlı qui ne joue pas aussi peut tirer. Ensuite, tu as Cedi Osman qui a un pourcentage sur la compétition exceptionnel. Tu as Shane Larkin qui a pris feu et qui commence à se chauffer là, sur le dernier match. Tu as Kenan Sipahi qui, sur le premier match, a été bon aussi. Furkan Korkmaz, enfin bref, ils ont des artilleurs partout. Ils sont presque à 50% à 3 points. Donc attention à la Turquie. Enfin bon, attention. Pour la Suède, évidemment, ça va être facile, mais attention à la Turquie qui, par rapport à la preview qu'on avait fait au début d'Eurobasket où on les voyait dans les outsiders, ils font maintenant partie des favoris avec la phase de poule qui nous ont sortis. La Turquie est aussi la deuxième équipe au nombre de passes décisives, évidemment, avec Alperen Şengün notamment, et qui a 6,8 passes, qui est le 3e meilleur passeur de la compétition. Donc voilà, c'est une équipe, il y a quand même une stat qui est intéressante, c'est que c'est une équipe qui est avant-dernière au pace, donc c'est une équipe qui prend son temps en attaque, qui va jouer sur des plays un peu plus longs. En même temps, ils ont un pivot tellement dominant, donc c'est pas lui qui monte la balle, qui joue les pick and roll. Il le cherche beaucoup, ça tourne autour avec Şengün. Donc voilà, c'est une belle équipe, on l'avait dit quand on avait vu le roster. Mais c'est vrai que Şengün est en train de montrer au monde entier que c'est plus qu'un baby Jokic et que maintenant c'est un vrai joueur et que bon. À la limite, le pivot chinois, là, on peut dire que c'est un baby, celui qui vient d'être drafté justement par Portland. C'est un baby Şengün parce que Şengün maintenant il mérite qu'on l'appelle par son propre nom. Pour finir sur les stats à 3 points de la Turquie, Kenan Sipahi, du coup il est à 61%, à 8 sur 13 sur la compétition. Alors il a fait 5 sur 5 au premier match, mais quand même, il a quand même tenu un bon pourcentage. On a Ercan Osmani qui est à 7 sur 13 sur la compétition. On a Cedi Osman qui a 15 sur 29, il a 51% sur la compétition, sur un plus gros volume du coup. Et on a Alperen Şengün qui a 6 sur 13 à 46%. Donc en fait, dans le top 25 des meilleurs shooters à 3 points, ils ont déjà 4 joueurs. Donc bon, après, voilà, ça explique pourquoi la Turquie est une très forte équipe à 3 points. Et donc c'est compliqué en plus quand tu as un si fort joueur au post-up de défendre et le post-up où tu vas venir trapper et les shooters. Donc bonne chance à la Suède pour ce match. Ensuite on a la Pologne contre la Bosnie-Herzégovine. Franchement, même si là sur le dernier match ils se sont fait prendre par la Belgique, je vois la Pologne au-dessus. Le duo Jordan Lloyd-Podinka est vraiment pas mal. C'est une équipe qui joue bien au basket. Il y a d'autres joueurs de devoir autour. Alors attention, la Bosnie c'est pas non plus une mauvaise équipe, mais je pense que la Pologne, après la Pologne joue à domicile, ça jouait peut-être aussi. Franchement, ça va être un match qui va être serré, je pense. Mais moi, je vois la Pologne s'imposer sur ce match-là. Ensuite, l'Allemagne contre le Portugal. Le Portugal, franchement, qui fait une belle performance, parce que du coup je crois que leur victoire là, c'était leur première victoire dans un Eurobasket depuis 2008, et ils arrivent du coup à se qualifier, enfin quand ils ont gagné leur premier match, ils arrivent à se qualifier pour les 8e de finale,
Donc bravo à eux, c'est pas dégueu. Et donc par contre ça va s'arrêter là puisqu'ils vont jouer l'Allemagne. L'Allemagne, pour vous donner un petit peu les stats, c'est la meilleure attaque à 105 points par match. C'est la troisième meilleure équipe à 3 points à 43%. C'est la troisième meilleure équipe au rebond à presque 40 rebonds par match. C'est la cinquième meilleure équipe aux passes décisives. Et c'est la deuxième meilleure équipe pour prendre soin du ballon à 10,4. Donc voilà, c'est l'équipe à l'heure actuelle la plus impressionnante du tournoi. Avant ce dernier match, ils étaient à 110 points de moyenne. Ça déroule. Dennis Schroeder, injouable. Franz Wagner, injouable. Daniel Theis, ils ont Johannes Thiemann. Alors, ils ont perdu Voigtman. Bon, c'est pas non plus une grande perte. Enfin, c'est un bon joueur, hein, mais c'est pas un joueur majeur. Ils ont Maodolo qui peut créer également. Andreas Hobbs qui peut prendre feu à 3 points à n'importe quel moment, on le sait. Donc, c'est une équipe hyper dangereuse. Et bon, le Portugal, voilà, ça va pas faire long feu. Bravo pour votre parcours, franchement. 8e de finale, c'est déjà beau. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur l'issue de ce match. Ensuite, il y aura un beau match. Ce sera dimanche à 17h30. C'est Italie-Slovénie. Alors ça, Italie-Slovénie, c'est un match que j'ai envie de voir. Parce que pour le coup, l'Italie, c'est une vraie équipe de basket. Ça joue bien en attaque. C'est pas hyper fort défensivement, mais ça joue très bien en attaque. C'est quand même la 5e équipe au rebond. C'est la 4e équipe qui prend le plus soin de la balle avec 10,6 turnovers par match. Alors je vous ai dit des conneries, je vous ai dit c'est pas une excellente défense. C'est l'équipe avec le meilleur defensive rating de cet Eurobasket à 94,3. Je vous laisse deviner qui est deuxième, c'est évidemment l'Allemagne. Donc c'est quand même c'est la meilleure défense au rating de ce championnat avec un beau jeu d'attaque. Bravo à Marco Pozzecco, Gianmarco Pozzecco, pardon. Voilà, il y a des créateurs, il y a Payola, il y a Darius Thompson, il y a Spissou, j'oublie forcément un autre arrière. Ah oui, Matteo Spagnolo aussi, le joueur de l'Alba Berlin. Qui a signé, qui a signé nulle part, je crois, pour l'instant. Enfin bref, peut-être qu'il a signé ailleurs, on s'en fout. Donc voilà, c'est une belle équipe, l'Italie, face à la Slovénie de Luka Doncic. Alors on sait ce qui va se passer pour la Slovénie de Luka Doncic, c'est Luka qui va jouer tous les ballons. Est-ce que les pivots vont avoir des mains pour attraper les ballons et mettre des hooks? Est-ce que Prepelic et Umic, je sais plus comment il s'appelle, l'autre shooter là, vont mettre dedans? Moi, franchement, je vois la Slovénie s'arrêter là. Attends, je réfléchis. Parce que Luka, quand même, sur un 8e, sur des matchs à élimination directe, il est capable de nous sortir 45 points. Après, il faut voir un truc quand même, c'est que sur Luka, sur les 2 derniers matchs, il a eu des problèmes de faute. À chaque fois, il a pas pu beaucoup jouer à cause des fautes. Les deux dernières fois, ils s'en sont sortis. Il faut savoir que la Slovénie a perdu ses 2 premiers matchs et depuis, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ah, c'est chaud quand même, c'est chaud. En fait, je vais suivre mon cœur. Je pense que c'est vraiment 50-50 pour moi. Mais je vais suivre mon cœur et j'aimerais bien que l'Italie passe. Parce que Luka, il est insupportable. Et franchement, j'aime bien ce que l'Italie a proposé dans cet Eurobasket. Et donc voilà, et pour Nicolo Melli, j'aimerais bien que l'Italie passe. Ensuite, on a un petit Serbie-Finlande. Alors, ça va être intéressant. Parce qu'on a vu la Finlande se frotter à l'Allemagne. Et ils se sont fait désosser. On l'a dit tout à l'heure, Isaac Bonga qui a très bien tenu Lauri Markkanen, qui fait son pire match de la compétition. Maintenant, la Serbie, il y a pas mal de blessés. On n'a pas l'information, en tout cas moi j'ai pas vu l'information passer sur Alexa Avramovic qui a quitté le match, le dernier match contre la Turquie. Ils ont déjà perdu Bogdan Bogdanovic. Apparemment il y a Tristan Vukcevic aussi qui est blessé, même si c'était pas un joueur qui avait un énorme rôle, c'est un très bon joueur offensif. La Serbie, ils faisaient un peu tourner, hein. Ils se sont fait plaisir sur ces phases de poule. Bien sûr la Serbie est favorite malgré tous ces absents, mais je me demande qui est-ce qu'ils vont foutre sur Markkanen. Alors ouais, je pense qu'ils vont mettre Petrousev ou Dobric. Bon, ils ont des profils 3-4 quand même qu'il leur reste pour gêner Lauri Markkanen, ou même s'ils veulent mettre des petits. Bon, Avramovic, ce serait bien qu'il joue quand même, parce qu'avec le niveau de Micic, sachant que Micic aussi a pris un coup, juste Stefan Jovic, même si c'est un bon joueur, ça va être léger. Après la Finlande, c'est pas non plus une énorme équipe, donc je pense que la Serbie va passer. Mais j'espère pour la Serbie et pour la beauté de la compétition que au moins Avramovic va revenir, parce que Bogdanovic, on sait qu'il est out pour la compète. Vukcevic, j'ai pas vu l'info, mais j'ai entendu qu'il était blessé. Je sais pas si c'est pour toute la compète, mais si tu perds aussi Avramovic, ça va faire vraiment mal. Donc voilà, je vois la Serbie passer. Et donc le dernier match, c'est France qui va donc rencontrer la Géorgie. Donc la Géorgie, qui est une équipe qui joue, qui a 3 forts joueurs, qui sont Tornike Shengelia, Goga Bitadze et Mamukashvili. Donc voilà, c'est surtout des profils intérieurs, même si Mamukashvili joue plus poste 3. Mais Goga Bitadze, c'est un très fort joueur, va falloir faire attention à lui. Après, la France est clairement favorite, on a fini premier du groupe.
Pareil dans les statistiques, on est quand même une équipe, on voit qu'on est une des meilleures équipes de la compétition, on est 3e meilleure attaque de la compétition, alors le match à 114 points a aidé aujourd'hui, mais on était déjà à 86 points de moyenne à peu près je crois, là on est à 92 points de moyenne, 3e meilleure attaque, on est pas dans les top 5 des meilleures équipes à 3 points, on est la 4e meilleure équipe au rebond, malgré le fait qu'on joue qu'avec un seul pivot, puisque Alex n'a fait que 2 matchs, donc c'est bien parce qu'on a des ailiers qui viennent chercher des rebonds également, et des meneurs aussi. Hein. Ensuite, on est la 2e meilleure équipe pour prendre soin du ballon, avec une égalité avec l'Allemagne à 10,4. Donc voilà, pour moi on est favori sur ce match-là, c'est une belle équipe qui aura en face, ce sera une belle opposition. On s'en a fait le plein de confiance sur ce dernier match face à l'Islande. Maintenant, je pense que les rotations vont être un peu resserrées. Je pense que les jeunes, ils auront peut-être moins de liberté, on va dire, si jamais ça passe au travers. Je compte un peu plus sur Isaac Cordinet que ce qu'on a vu par exemple face à la Pologne. C'est un joueur avec de l'expérience, je l'avais dit déjà, c'est un joueur qui est capable de créer également. Sylvain, va falloir qu'il ressorte les doigts de ses fesses parce que c'est clair que à part le match contre la Slovénie, pardon, pour l'instant il n'a pas fait une bonne compétition, il est en manque d'adresse. Alors oui, il fait des bonnes choses, mais voilà, c'est pas le Sylvain du niveau, enfin voilà, il joue pas à un niveau, s'il avait fait une prépa comme ça, il serait pas dans les 12. Donc maintenant il va falloir qu'il se réveille un petit peu et qu'il montre un petit peu de quoi il est capable. On sait que c'est un excellent joueur, hein, on n'a pas de doute sur ça, mais voilà, maintenant là c'est des matchs importants, sachant que du coup on est dans le tableau avec la Serbie et l'Allemagne. Donc si on passe et qu'on suppose que la Serbie batte la Finlande, en quart on se retrouve avec la Serbie, et si en demi, si on suit un peu les grosses équipes, puisque je pense que selon mes pronostics, du coup ce sera Italie-Allemagne de l'autre côté en quart, et du coup on rencontrerait le vainqueur de ce match-là, qui sera l'Allemagne à mon avis. Donc si tu veux arriver jusqu'en finale, il faut déjà taper la Serbie et l'Allemagne, et derrière, je pense que de l'autre côté, la Turquie et la Grèce vont se rencontrer, je pense, assez facilement en demi-finale, sauf grande surprise, sauf grande blessure. Mais voilà, ils ont un tableau un peu plus favorable. Et la Turquie, je pense, battra la Grèce, vu comme c'est parti en tout cas, pour arriver en finale. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé les phases de poule de l'Eurobasket. Moi, perso, j'ai kiffé. Et j'ai kiffé faire les vidéos aussi. Merci encore pour tous vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. Quand vous likez, vous pouvez également booster la vidéo pour augmenter notre visibilité. Abonnez-vous au compte Instagram QLSpod, compte Instagram Osfit aussi. Et voilà, peut-être que là on a des nouveaux micros, peut-être qu'on aura des nouvelles ring lights. Bon, après il y a de la bonne lumière, ça c'est pas un problème. Mais on pourra avoir un nouveau décor. Je pourrais avoir un co-présentateur parce que Bradley préfère facturer des bilans de compétences à 6 000 €. Oups, l'URSSAF. Appelez Bradley. Sur ce, je vous dis pas à demain, parce que demain il n'y aura pas de match, et éventuellement à samedi, ou peut-être à dimanche, où on fera le débrief. Non, je pense que samedi soir, je ferai un débrief des premiers 8e de finale, parce qu'il y aura des trucs à dire. Sur ce, je vous dis donc à samedi. Bye banks.